inquiets, de ceux qui ont envie de changer un pays du jour au lendemain et qui directement, dans un système éducatif, alors on avait hier le français, plein de choses, on l'arabise du jour au lendemain, puis maintenant ça doit marcher. On est en train de faire des gens qui sont... comment on dit quand on a deux langues? J'ai le mot en anglais. Ils sont bilingues, mais illettrés fonctionnellement dans les deux. Pardon? C'est des analphabètes bilingues, oui. Ben voilà, c'est encore une meilleure formule. Merci. Comme quoi, ça voudrait dire que je suis un peu illettré en français, mais bon, bref. Des analphabètes bilingues, au sens où on n'a pas les deux langues. Et aujourd'hui, cette volonté de réapproprier le système éducatif en partant sur des décisions d'islamiser, en mettant la langue arabe, en mettant des cours, et puis en voulant avoir une politique volontariste, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut voir les choses sur le plus long terme. Moi, je pense qu'il faut revoir les modes, les contenus, les programmes d'enseignement. Il faut véritablement faire en sorte, vraiment, un des défis pour moi, pour la Tunisie, c'est que vous soyez effectivement parfaitement bilingue. Au moins. Parfaitement bilingue. C'est-à-dire que vous puissiez vous exprimer dans les deux langues, que vous puissiez même ajouter l'anglais si vous voulez, et que, de ce point de vue-là, vous pouvez avancer, et que ce ne soit pas des coups de décision politique uniquement pour gagner les prochaines élections. On arabise tout, et c'est comme ça qu'on gagne les prochaines élections, ça ne va pas. Ça, ce sont des politiques qui sont destructrices, qui ne sont absolument pas constructives. Ne pensez-vous pas que dans votre approche du réveil arabe, vous risquez de confondre enjeux stratégiques et défis de démocratisation? Naoudou? C'est Abdelaziz. C'est Abdelaziz. C'est Abdelaziz. C'est Abdelaziz. C'est Abdelaziz. C'est Abdelaziz. Nous sommes 2000 dans cette salle. Nous sommes 2000. Imaginez un mouvement de foule à chaque instant. Imaginez qu'il y avait quelqu'un au milieu de la... Monsieur, je peux me ranger? Ne pensez-vous pas que dans votre approche du réveil arabe, vous risquez de confondre enjeux stratégiques et défis de démocratisation? Les raisons de la montée du salafisme dans les pays arabes et ailleurs. Êtes-vous un auteur engagé ou un best-seller à l'américaine? Quel avenir voyez-vous pour la Tunisie avec un parti islamique au pouvoir? Pensez-vous que le plan américain s'arrêtera avec la chute de Ben Ali? Pensez-vous que le plan américain s'arrêtera avec la chute de Ben Ali? Pardon, s'est arrêté avec la chute de Ben Ali. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bien, écoutez, non mais là. Bon, on va essayer de faire avec celui-ci.
dans mon analyse du printemps, du réveil arabe, est-ce que je ne confonds pas les enjeux stratégiques avec les défis de la démocratisation? Non, je ne crois pas que ce que je suis en train de faire, c'est de... Moi, ce que j'ai essayé de proposer, encore une fois, en 45 minutes ou en 50 minutes, c'est un peu difficile. Mais dans le livre, je prends beaucoup plus de temps pour essayer d'expliquer les différentes dimensions. Et ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est dans le réveil arabe, il y a effectivement des enjeux stratégiques très importants. Et il faut les analyser, c'est un chapitre, ça, les enjeux stratégiques. Et puis, il y a un autre chapitre, qui est le chapitre des défis de la démocratisation, il faut les analyser. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il se peut que certains éléments stratégiques ou qui sont liés à la stratégie régionale soient liés à la démocratisation. Par exemple, tout ce qui va concerner les processus géostratégiques de la dimension économique. Par exemple, des pétromonarchies ou par exemple du pouvoir d'autonomie économique. Ben, tout ça, économiquement, c'est lié à des enjeux géostratégiques, mais c'est très 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 important pour n'importe quel processus démocratique. Donc ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que les deux sont distincts, mais il y a des intersections qu'il faut étudier au cas par cas. On ne peut pas penser la démocratisation sans les enjeux géostratégiques, et on ne peut pas penser les enjeux géostratégiques loin des défis de la démocratisation. Là, il y a une très très bonne question, elle est importante parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène que l'on voit un tout petit peu partout. Ce n'est pas simplement dans votre pays. La montée des courants salafis. En fait, le vrai mot, quand on parle en français, on devrait parler de salafis, les mouvements salafis, parce que, en termes de vocabulaire, salafiste a été ceux qui étaient littéralistes, mais en même temps violents politiquement. Or, les salafis aujourd'hui que vous avez ne sont pas tous violents politiquement, mais ils sont très littéralistes du point de vue de leur compréhension de la pensée musulmane. Comment expliquer aujourd'hui ces mouvements et leur base? Première des choses que l'on voit, et ça ne se passe pas simplement au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, dans les pétromonarchies, mais ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe. Il y a aujourd'hui quelque chose qu'il faut analyser. Il y a chez des jeunes et des moins jeunes une attraction pour un certain type de discours islamique. Pourquoi? Parce que le discours qui vient des institutions musulmanes, ou le discours qui vient des organisations musulmanes sur le fait de s'engager, de comprendre, d'avoir une pensée ouverte sur l'islam, ne réconforte pas beaucoup de jeunes. Et que vous avez une attraction chez les jeunes, par exemple, et des moins jeunes, qui pendant des années étaient loin de l'islam. Et tout à coup, ils viennent à l'islam, et le salafisme, au sens des mouvements salafis, leur donne des réponses très très claires, blanc, noir, halal, haram, et ça leur donne un cadre. Et pour beaucoup de femmes et d'hommes, c'est tout à fait attractif. Quand on n'a pas de réponse claire sur le fond, s'en tenir à des réponses claires sur la forme, ça attire. Et vous avez des jeunes, pendant des périodes, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils sont là-dedans parce que ça leur donne un cadre, et après ils peuvent en sortir. Et ça arrive que certains en sortent. Donc il faut faire attention, tous les salafis ne sont pas des gens bornés et pas sincères. Certains sont sincères et dans leur façon d'être bornés, ils se protègent, ils ont besoin de protection. Vous apercevrez aussi que certains convertis et certaines converties sont attirés par ça. Pourquoi? Parce que le salafi, dans la façon de présenter l'islam, il va vous couper votre passé en changeant complètement de personnalité. Soit vous mettez le niqab, soit vous avez une nouvelle tenue vestimentaire, ça vous coupe du passé. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il y a parfois de la sincérité dans ce mouvement-là. Et qu'avec ces jeunes, il faut compter avec le temps. Que les gens peuvent évoluer. Il y a des gens qui viennent à l'islam. Regardez maintenant, par exemple, vous voyez Cat Stevens, Youssouf Islam, le chanteur. Quand il est rentré dans l'islam, à un moment donné, il s'était coupé de tout.
pas de musique, rien, très strict dans la tenue vestimentaire. On avait l'impression qu'il vivait en Asie. Et peu à peu, ben, il est ressorti de ceci, il est retrouvé un équilibre. Mais il l'a fait de façon sincère. Et là, de ce point de vue-là, avec certains, c'est une des causes, c'est le manque de clarté du discours islamique général pousse certains jeunes à chercher des cadres qui les ferment. Ça, c'est un élément. Il y a un deuxième. Alors ça, c'est pour le mouvement général sur le plan mondial. Le deuxième élément, c'est que cette attitude par rapport à l'islam, elle a aussi beaucoup de moyens. Tout ce qui est produit par le mouvement salafi est financé, les ouvrages, la distribution d'ouvrages gratuits, la distribution de Coran, les attitudes comme ceci, c'est une grande puissance financière, avec laquelle vous avez de la peine à entrer en compétition, parce que vraiment ils diffusent leur littérature partout. Et ça marche, ça attire des gens aussi, et ça marche. Et maintenant, il y a une troisième chose, c'est que les salafis ont une position au départ, c'est de dire nous ne faisons pas de la politique. Nous n'entrons pas dans la politique. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est du coffre. Ce que vous faites là, c'est du coffre. Et donc nous, on reste et on a une attitude complètement différente. Moi, je me souviens un jour, j'avais fait une conférence et j'appelais les gens à participer au vote et tout ceci. Puis j'ai un mouvement de salafis qui est venu, un groupe qui est venu à la fin de la conférence, qui me dit de quoi tu parles? Où est-ce qu'il y a le mot intikhabat, le problème? Il n'y a pas intikhabat, ça c'est du coffre. Et donc ils me rejetaient. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas l'islam. Et eux, je leur disais, nous, on ne fait pas de politique. Parce que nous, on doit s'en remettre à celui qui a l'autorité. Aujourd'hui, l'autorité en Arabie Saoudite, on suit. Et dit, on ne fait pas de politique. Je lui ai dit, mais tu sais, ne pas faire politique, c'est de la politique. Tu es dans la politique, là. Tu es dans la politique en n'ayant pas d'opinion politique et en acceptant cette autorité-là, même si elle n'est pas légitime, on te fait taire, parce que comme ceci, on garde le pouvoir. Donc refuser ce débat-là, c'est être dans le politique. Et donc vous voyez aujourd'hui que vous avez un mouvement salafi de gens qui entrent dans cette dimension-là, et là vous avez à faire la différence entre des gens qui dans votre quotidien peuvent être sincères, avec lesquels il faut essayer d'entrer en communication, tant qu'on peut, tant qu'ils sont ouverts un peu, on rentre. Quand on ne peut pas, qu'ils vous ont jugé, ce que vous voulez dire à quelqu'un qui vous regarde et dit, tu sais quoi toi, t'es un kafir. Il dit, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle dit, attention, il va trop vite, et puis après c'est tout. Mais vous en avez plein avec lesquels il est possible de discuter. Et puis vous avez une autre chose qui est importante, c'est de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des gens, et ça j'aimerais bien que vous compreniez bien ceci, parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui peuvent être sincères, avec lesquels il faut être prudent, il faut prendre du temps. Moi j'ai même des mamans et des papas qui prennent contact avec moi et qui me disent, mon fils, ma fille sont rentrés dans quelque chose, je ne les reconnais plus. Hier, ils sortaient, elle avait une mini-jupe, là maintenant, c'est le niqab, et t'es une kafir, t'es une kafira, t'es une murtada, tu ne comprends rien à l'islam. Hier, elle sortait en mini-jupe, ensuite elle envoie sa mère en enfer. Vous comprenez ça? C'est des changements. Là, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la compréhension. Là, il n'y a pas de manipulation américano-sioniste. C'est juste qu'il y a la réalité de l'expérience personnelle qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut faire attention à une autre chose, c'est là où il faut être lucide, c'est que, historiquement, quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit d'une chose. Je vous donne un exemple. Nous sommes au début des années 90 en Afghanistan. Vous avez un mouvement en Afghanistan qui s'appelle les talibans. Les talibans qu'on connaît maintenant, ils ne sont pas du tout impliqués dans la politique. Et ils sont très sincèrement religieux, très sincèrement traditionnalistes, la tenue vestimentaire, la pratique, ils ne veulent pas de politique. Et en l'espace de 6 mois, ils vont entrer en politique. Et on sait pourquoi. Ils vont entrer en politique parce qu'ils vont être poussés par les Saoudiens, qui pourtant ne défendent pas leur école, et par les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils vont être utilisés contre les Russes. En fait, les Américains vont pousser les talibans dans le domaine politique. Et comprenez bien une chose, il y a des gens qui sont très sincères religieusement, mais qui sont très naïfs politiquement. Et derrière eux, vous avez des gens qui ne sont pas sincères religieusement, mais qui sont très intelligents politiquement. Et ils utilisent les premiers. Et aujourd'hui, on a vu des mouvements en 6 mois. En Égypte, par exemple, des gens qui vous disaient, il y a 8 mois, ils vous disaient,
la démocratie c'est du pauvre. Tout à coup, il prend un parti et en l'espace de 6 mois d'activité,